Euh, oui, donc bon, c'est un sujet un petit peu comme tous les sujets que nous avons au menu, qui est impossible à traiter comme ça en 20 minutes. C'est la gageure. Portrait de Bruno Latour en commissaire d'exposition, commissaire d'art. Bien, s'ouvre bientôt au Centre Pompidou-Metz le 6 novembre exactement. Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète. Et en fait, c'est la traduction-transposition en français de la 12e Biennale de Taïwan. You and I don't live on the same planet. Et Bruno Latour en était le commissaire avec Martin Guinard en 2020. Et tandis qu'en Allemagne, vous pouvez toujours vous rendre au ZKM de Karlsruhe, où l'exposition Critical Zones a été prolongée du fait du Covid jusqu'au 9 janvier 2022. Donc on est, si vous voulez voir de l'exposition de Bruno Latour, vous pouvez encore. Évidemment, c'est une œuvre très prolixe que celle de Latour, traduite dans des dizaines de langues, qui fait l'objet de beaucoup d'exégèses et de lecture critique. Mais son rôle sur la scène de l'art contemporain ne démérite pas. On trouve ainsi le nom de Bruno Latour dans le classement des 100 personnalités les plus influentes en art contemporain, qui est fait, je ne sais plus quel magazine fait ça. Donc il était en 9e position en 2017, il est en 47e position en 2020. Alors c'est dans un milieu... C'est-à-dire, c'est les personnalités influentes du milieu de l'art contemporain, mais vous trouvez Donna Haraway tous les ans, Judith Butler aussi, le Feral Atlas d'Anat Singh ou Forensic Architecture. Donc l'œuvre, on sait qu'elle inspire les mondes de l'art, c'est plus à démontrer. Elle inspire des collaborations de longue durée, par exemple avec... avec Adam Lowe, par exemple, mais qui n'est pas un artiste extrêmement connu, ou Armin Link, ou Thomas Saraceno, qui est un peu plus connu. Ça, c'est des collaborations de longue durée de Latour avec des artistes. Ce dont je voulais vous parler, c'est que c'est plutôt alors de la pratique d'exposition chez Latour. Pour lui, il y a une variation très mince entre l'essai et l'exposition. Il le dit lui-même que les expositions sont des mouvements d'idées, sauf qu'on ne peut pas les faire en idées. Et il rapproche ça immédiatement de l'histoire des sciences, où il y avait des expériences de pensée qui permettaient de produire des dispositifs expérimentaux et de conduire à des résultats. Et pour lui, le régime spatial des expositions revient à créer une simulation où les visiteurs peuvent participer à l'expérience de pensée des commissaires. Les expos de Latour sont conçus avec un grand collectif, généralement, et au minimum avec des binômes en commissariat. Ça mobilise toujours un impressionnant nombre de scientifiques et d'artistes, qui dépassent toujours la cinquantaine. Les principales expositions qu'on peut mentionner, c'est Making Things Public en 2005, mais avant ça, il y avait eu Iconoclash en 2002, Reset Modernity en 2016, Critical Zones, donc, qui court toujours et qui a débuté en mai 2020. Ça, c'est des expositions qui occupent, pour les plus récentes, des grands plateaux de plusieurs, de 2000 mètres carrés, plus de 400 unités d'expo à l'intérieur de ces plateaux. Mais il y a des expositions plus mineures. On a vu tout à l'heure, ce matin, Anthropocène Monument, qui était à Toulouse, Animer le paysage, que vous avez peut-être vu au Musée de la Chasse et de la Nature. Tout ça s'accompagne de copieux catalogues. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait le coup d'apporter les catalogues parce que je me suis rompu le dos. J'ai juste pris les petits carnets d'exposition qui, eux aussi, sont très, très denses. Mais Making Things Public, c'est plus de 1000 pages. Et ces catalogues, ils n'ont pas grand-chose à voir avec des catalogues d'exposition. C'est des collections d'essais qui montrent bien, là, cette fois-ci, Latour en éditeur, où les expositions sont des mouvements d'idées. Là, on le sent bien quand on lit les catalogues. Alors, la question qu'on peut poser, parce qu'on pourrait tirer plusieurs fils, c'est la question de l'image.
parce que j'estime que ça permet de faire un relais dans toute l'œuvre de Latour. En fait, il est question d'image, et notamment dans son œuvre de sociologue des sciences. Alors, quand on fait une exposition, l'image, bon, c'est la réponse paradigmatique aux questions qu'on se pose. On montre des images, et Latour a toujours pensé que l'image, c'était la chose la plus ambiguë maniée en science, mais aussi par les politiques, mais aussi par les religieux. Iconoclash, c'était vraiment cette question-là. Parce que le sous-titre, c'était « Par-delà la guerre des images, dans la science, la religion et l'art ». Donc, bon, ce qui va l'intéresser, c'est l'instauration d'un certain régime d'icônes, le régime réaliste, ou bien on pourrait dire naturaliste avec Descola, qui va appeler les fétiches de facts, et qui sont ces fétiches qui sont en fait exhibés, mais dans le processus de constitution et tout de suite dissimulé, mis sous le tapis. Et donc dans Reset Modernity, il est question de ça dans cette exposition. Vous avez des diagrammes, des textes qui sont disposés en station, vous avez des relations internes entre les images qui méritent d'être sous-pesées, analysées. Vous avez un field book en allemand ou en anglais, donc, qui vous sert à naviguer dans l'exposition et aussi à prendre des notes éventuellement. Donc, on propose un carnet de terrain donc à un visiteur explorateur. Ça, c'est cette écologie de l'exposition qui suit une logique que Latour appelle compositionniste. C'est le compositionnisme qu'il revendique en fait comme posture philosophique. En fait, l'exposition est là pour prolonger par d'autres moyens une enquête que Latour mène depuis des décennies sur les sciences et les techniques, avec la théorie de l'acteur réseau. Donc, comme on est aussi dans un colloque d'esthétique, peut-être qu'il faut un petit peu rappeler certaines choses. L'acteur réseau, ça a été développé à l'École des Mines, notamment, par Michel Calon, Bruno Latour, Madeleine Acriche. C'est en gros l'idée que, dans l'analyse des faits scientifiques et techniques, on fait l'économie d'une explication sociale de ce qui arrive, du fait, et on va privilégier la pratique des acteurs, mais des agents plutôt, et on va suivre les diverses inscriptions de ces agents. Et il y a bien sûr les agents non humains. Donc c'est ça l'acteur réseau. Et tous les facteurs organisationnels, cognitifs, discursifs entrent dans la composition des collectifs, ce que Latour appelle les collectifs plutôt que le social. Donc l'enjeu de l'ANT, de l'Actor Network Theory, c'était celui de la traduction. On a évoqué le terme tout à l'heure. C'est un terme très fort en fait dans la philosophie de Latour, les chaînes de traduction par lesquelles en fait les différents éléments d'un acteur réseau sont liés les uns aux autres, sont attachés et permettant de constituer le fait scientifique ou technique. Alors dans mon préambule, je veux aussi dire, parce que je suis toujours dans un préambule, pardon, que le surgissement du concept d'anthropocène, c'est du pain béni en fait pour tous ceux qui font des science and technique studies, quoi. En fait, ils en parlaient depuis toujours, cette histoire-là. La perméabilité des sciences humaines et sociales à ce concept, elle est complètement évidente pour les gens qui faisaient les enquêtes à la façon de Bruno Latour. Et dans un entretien accordé en 2018, l'entretien est intitulé « The whole world is becoming science studies ». Tout le monde se met à faire des science studies. Alors ça, c'est déjà un effet de l'anthropocène qui fait qu'on va tout de suite être dans une congruence avec la question de l'exposition telle que la conçoit Latour.
Et un autre... ouais, ok. Donc un autre... alors je vais peut-être passer en grand écran pour faire défiler. Bon, un autre aspect, c'est effectivement Gaïa, tel que l'a thématisé Latour, qui est tout sauf en fait quelque chose d'unifié, et qui exige, par les fabriques des images, qui exige de politiser une situation cosmopolitique, mais à partir de la diversité. Le commun n'est jamais donné, le commun est à construire. Alors il y a cette image de Jeff Wall qui était dans Reset Modernity et qui est en fait le parangon de la réflexion de Latour sur l'image artistique et scientifique et sur la querelle en fait entre histoire de l'art et histoire des sciences. En fait, il y voit Latour une certaine conception de l'image scientifique vue depuis les arts. Et avec la lumière qui vient du nord, la distance d'1,5 mètre entre les choses, la fenêtre perspective, tout un ensemble de conditions dont il dit, mais bon, ce canon réaliste est très hautement improbable dans la relation qu'on a aux choses. Et l'image scientifique, en fait, il le disait dans toute l'œuvre précédente, c'est une cascade de traduction, en fait. Elle n'est pas réaliste du tout. Elle n'est pas objective, elle n'est pas réaliste. Ce qui induit une querelle, alors qui est assez amusante, avec Descola, sur le naturalisme. Descola, il a posé les 4 ontologies, et puis il essaye quand même de les peser avec des principes, un petit peu d'équivalence de principes. Il y a une querelle avec Latour, c'est que pour Latour, il y a vraiment un déséquilibre fort entre naturalisme et les 3 autres ontologies, analogisme, animisme et totémisme, parce que c'est finalement le naturalisme et l'objectivité, la culte de l'objectivité, c'est... Latour repère bien que chez Descola, en fait, c'est totalement guidé par l'histoire de la peinture, sa construction de la catégorie de naturalisme, et c'est une toute petite parenthèse. C'est une toute petite parenthèse. Et pour Latour, c'est une parenthèse un peu hybride, parce qu'en fait, le naturalisme, il a d'une certaine façon prolongé le programme analogiste. Il a profité des ruines de l'analogie, mais voilà, il a faiblement avancé. C'est pour ça que le compositionnisme que défend Latour, c'est pas un retour aux relations analogiques, mais ça prend certaines dimensions de l'analogisme. Si vous voulez, c'est en fait dans un entretien qu'il m'avait accordé, il disait c'est l'analogisme mais sans l'harmonie, en gros. Donc le terme de donc il faut que j'aille plus vite. Je vais peut-être du coup, la question donc, qui se pose, la première que je voulais un petit peu énoncer, c'est celle de la querelle autour du réalisme, de l'objectivisme en sciences, qui se répercute du coup dans l'exposition. Ce qui est important quand on parle d'exposition, ensuite, c'est la spatialisation de l'enquête. Et c'est ce que les expositions de Latour essayent de mettre en place. Et évidemment, là, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que quand vous prenez l'enquête sur les modes d'existence et que vous essayez de la traduire en exposition, c'est une gageure. Ou face à Gaïa, c'est totalement impossible de la traduire. Donc il y a des transpositions et il y a des métaphores du coup, qui sont mises en place pour essayer de transposer ces concepts qu'on ne peut pas, voilà, qu'il faut voir. Donc dans Reset Modernity, c'était la métaphore du reset. Dans Critical Zone, on se met dans des positions d'observatoire, une multitude d'observatoires, un feuilleté d'échelles d'observation et de traduction où la science et l'art complètent en fait leur démarche. Et donc on effleure tout juste ce que peut être une exposition anthropocène. Je pense qu'on ne l'a pas encore exactement trouvé. Et le rôle des artistes dans les expositions de Latour répond bien à ce que le critique d'art Brian Holmes avait appelé l'extradisciplinarité.
Dans un article, Holmes écrivait « L'ambition des artistes extradisciplinaires est d'enquêter rigoureusement sur des terrains aussi éloignés de l'art que peuvent être la biotechnologie, l'urbanisme, la psychiatrie, le spectre électromagnétique, le voyage spatial et ainsi de suite, d'y faire éclore le libre jeu des facultés et l'expérimentation intersubjective qui caractérise l'art moderne et contemporain, mais aussi d'identifier sur chaque terrain d'enquête les applications instrumentales ou spectaculaires de procédés ou d'inventions artistiques, afin de critiquer la discipline d'origine et de contribuer à sa transformation. » Donc, ça, d'une certaine façon, donc, Latour est complètement dans cette perspective-là, mais ce n'est pas hyper nouveau. Quelqu'un comme Auquie Weatherall, qui est décédé malheureusement, considérait l'art comme producteur de connaissances, et une exposition était une façon de produire de la connaissance. Et ce qu'on peut encore affirmer, alors je vais essayer de couper, je vous prie de m'excuser. Alors, ce qu'on peut affirmer en tout cas dans les protocoles d'exposition, c'est que Latour essaye en fait, de prendre en compte l'investigation artistique et qui est prise à chaque fois avec des régimes de sensibilité propres et toujours dans l'idée que le monde n'est pas unifié. Et donc qu'il faut contribuer à une cosmopolitique par l'enquête, mais cette cosmopolitique, elle va procéder de délégation en fait, à des systèmes d'objets, à des méthodes, à des dispositifs, à des œuvres. Ce sont des délégations ontologiques, en gros, qui vont contribuer en fait, au compositionnisme et au cosmopolitisme de l'exposition. Et au passage, effectivement, Latour, qui a un fort ancrage sémiotique, je pense qu'on ne peut pas le comprendre sans le rattacher à Grémas, cette histoire-là. Il avait écrit « Il faut racheter l'être avec la petite monnaie des délégués que l'on méprise, les machines, les anges, les instruments, contrats, figures et figurines. Ils n'ont l'air de rien, mais à eux tous, ils pèsent exactement le poids de ce fameux être en tant qu'être, anti-phénoménologie de Latour. Et l'enquêteur se questionne sur la façon dont il peut, selon Dewey, trouver une situation quelque peu unifiée, composée, s'ajuster dans une situation qui est troublée, comme l'Anthropocène. Et dans ce cadre-là, il me semble que l'attention renouvelée dont on a parlé, aux ruines qui sont héritées de la longue histoire de la destruction qu'est l'Anthropocène, elle passe aussi par la préservation de patchs, comme dit Anna Tsing, des enchevêtrements d'Holocène. Ce que j'appelle pour ma part, dans la situation spécifique de l'enquête, des Arcadies altérées. Et alors, je vais passer plus vite pour vous montrer un peu des images de Critical Zone. Bon, je profite du fait que l'écran, de toute façon, ce sont mes photos de visite, donc c'est pas très intéressant. Mais pour une publication, j'aurai des photos, mais le ZKM met du temps à m'envoyer les photos. donc je n'ai que quelques images comme ça. Donc, pour clore un petit peu ces quelques notes en fait, sur Latour, commissaire d'expo, je vais peut-être rappeler une enquête qu'il avait faite sur les sols en Amazonie, où Latour décrit toute la chaîne opératoire scientifique d'une façon qui est en fait complètement consonante avec ce que l'enquête artistique déploie et qu'il essaye de mettre en scène dans ses expositions. Bien sûr, il y a encore une autre dimension artistique de Latour qui est du côté du théâtre, ça j'en parle pas, donc avec une collaboration avec Frédéric Aitouati. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi ces navigations, ces compagnonnages
avec les grandes enquêtes d'Armin Link, ou bien avec Adam Lowe, qui n'est pas quelqu'un de très connu, mais en fait, que tous les artistes connaissent parce qu'il sait fabriquer les œuvres pour les artistes, et avec un régime très intéressant qui est celui de l'imitation, puisqu'il fait des reproductions, et qui trouve des procédés techniques en fait, pour réaliser des œuvres artistiques, là, et ce que la Tour adore, parce que c'est une sorte de grande fabrique en fait, très machinée, l'atelier d'Adam Lowe. Alors, petite citation pour terminer. On a pris la science pour un tableau réaliste, en s'imaginant qu'elle copiait exactement le monde. Les sciences font tout autre chose, et les tableaux aussi d'ailleurs. Elles nous relient par étapes successives au monde, lui-même aligné, transformé, construit. Nous y perdons la ressemblance, c'est vrai, mais nous y gagnons quelque chose de plus. En pointant l'index sur les traits d'une inscription imprimée dans un atlas, nous pouvons, par une série de transformations, toutes également discontinues, nous relier à Boa Vista. Boa Vista, c'était le terrain sur lequel il avait fait cette étude. Il avait accompagné des pédologues qui faisaient un profil du sol de Boa Vista. La Tour poursuit. Jouissons de cette longue chaîne de transformation, de cette suite de médiateurs, au lieu de quémander les pauvres plaisirs de l'adéquatio et du dangereux saltus mortale que James a si superbement ridiculisé. Je ne puis jamais vérifier la ressemblance de mon esprit et du monde, mais je puis, en payant le prix, alors il y a toujours cette histoire de payer le prix, comme le coût, la petite monnaie des anges et des machines, en payant le prix, je puis étendre le réseau où circule, par transformation constante, la référence avérée. Cette philosophie des sciences déambulatoires n'est-elle pas plus réaliste, dans les deux sens du mot, que le vieux compromis ? Donc, philosophie des sciences déambulatoires et le commissariat d'exposition, finalement, n'est jamais que la continuation de cette philosophie des sciences déambulatoires chez la Tour. Voilà, du coup, j'arrête. Merci. Voilà. Merci pour finalement c'était pile dans les temps. J'imagine qu'il y a des questions sur Bruno Latour. Oui. Merci pour cette présentation. Je vais commencer par une question un petit peu polémique, puisqu'il était question de payer le prix. Il y a quelque chose qui me frappe dans le travail de la Tour, c'est qu'il n'en est jamais question du prix, du coût des expositions, du coût des productions de pièces. Et pour quelqu'un qui est toujours en train de penser en interrelation, voire en interaction, ça me surprend toujours parce que je pense que il y a un coût dans ces expositions, elles sont énormes. Donc voilà, c'est peut-être une question que je vous pose parce que je crois que vous le connaissez, vous avez une conversation avec lui, donc peut-être que vous avez eu l'occasion d'aborder cette question. Et une autre question, parce qu'en fait, il faudra que j'aille vous voir, parce que demain, il en sera peut-être encore question, mais du côté du plateau. Et il y a des choses très voisines, la question de la simulation. Ce que je me suis demandé en voyant ces images, alors j'ai jamais eu l'occasion de voir d'exposition autrement que comme ça sur les sites, c'est qu'est-ce qui spécifierait comme ça à voir uniquement, alors peut-être ce serait le catalogue, mais enfin on a vu des catalogues de documenta dans cet esprit-là déjà, cette pratique de l'exposition de la Tour, parce que c'est vrai que sur le plateau, il n'y a pas que l'espace, il y a le temps, mais il me semble avoir déjà traversé ce type de travail dans d'autres expositions. Alors, comme j'en ai pas vu de la Tour, peut-être que, je ne sais pas, vous auriez une idée précisément de ce qui fait la spécificité de ce travail qu'il fait. Ouais. Et puis la question sur le prix, ça m'intéresse. Ouais, je comprends. Alors après, c'est toujours trop cher. Et en fait, il y a aussi... la Tour souhaite toujours des choses qui sont
de toute façon, il est ramené comme dans toute institution muséale. De toute façon, on est ramené très vite à la réalité. Donc, faire venir un tableau d'un tel ou faire une simulation extrêmement coûteuse ou pratiquer un grand trou dans le muséum de façon assez démonstrative et tout ça. Il y a plein d'idées comme ça qui sont congédiées, parce qu'une exposition, tous ceux qui font des expositions le savent, c'est renoncer à un certain nombre d'idées et puis d'être ramené à la réalité budgétaire. Les 4 grosses expositions de la Tour sont dans une institution très particulière, le ZKM, avec un compagnonnage de plus de 20 ans, avec un inamovible directeur, Peter Webel, qui est un peu un héritier de l'activisme viennois. Et c'est très très particulier. Je pense que leur économie de fonctionnement est très particulier. En fait, la Tour va chercher des fondations, va chercher des investissements. Il y a des gens qui, dans son équipe, sont chargés aussi de ça. Et quant au coût de réalisation lui-même, il y a aussi, dans les dernières expositions, il y a une intention très forte à l'empreinte carbone. Ça, c'est une facilité de le dire, mais en fait, il y a des calculs très précis qui sont faits par des ingénieurs sur le coût de réalisation. Bon, maintenant, quand on a dit ça, moi, je connais pas les budgets. Ils sont très élevés, c'est sûr. C'est sans doute certain, mais en même temps, en fait, les artistes qui sont présentés on va pas dire qu'ils sont dans la confidentialité, il y a comme quelques artistes internationaux, mais ce sont pas non plus des... par exemple, les collaborations avec Olafur Eliasson, ça a été uniquement des collaborations intellectuelles. Le coût de Olafur Eliasson est tellement dément que voilà, c'est pas possible d'assumer ce genre de... Ok, ça c'était la photo de famille. Voilà, donc sur l'aspect budgétaire, alors la question intéressante, c'est la spécificité. Alors oui, moi je trouve que certaines expositions qui ont été faites dans le réseau classique de l'art contemporain remplissent tout à fait la mission, et souvent mieux du point de vue, on va dire, esthétique, que les 2 dernières très grosses expos de la Tour, qui, bien qu'elles intègrent de plus en plus d'art, parce qu'en fait, Making Things Public, c'était une enquête de sciences sociales, c'était des sciences sociales qui étaient présentées. Donc il y avait très peu d'art, et progressivement, de plus en plus, en fait, puisque les artistes eux-mêmes, de plus en plus dans leur production, ont investi le terrain extradisciplinaire que je mentionnais, ils interviennent de plus en plus dans les expos de la Tour. Il y a aussi le fait d'avoir créé à Sciences Po le SPIP, qui aussi a été une plateforme pour un certain nombre d'artistes qui ont collaboré avec la Tour, comme par exemple Alexandra Arène, comme... Sonia Lévy, comme Pauline Julier, comme tout un ensemble en fait de jeunes artistes de la scène contemporaine qui sont en fait là aussi des compagnons de route, des anciens étudiants de la Tour, et qui ont intégré son travail d'exposition, son collectif, qui est un collectif très horizontal, un collectif de composition des expos de la Tour. Donc la spécificité, il se pose toujours la question avec l'Anthropocène, de toute façon, on l'a dit, comme un gros mot, le sublime, mais bon, le sublime, ça avait quand même un bel intérêt de nous faire frémir. On frémit rarement dans une expo, dans une expo Anthropocène, en fait, il faut quand même le reconnaître. On est quand même très pris par la question intellectuelle. Et donc de ce point de vue,
Il y a quelques réussites, mais qui sont un peu noyées dans un océan, effectivement, de données. Mais c'est des corrélations. Ce qui est intéressant, c'est les corrélations que doit faire le spectateur. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'expo de la Tour, notamment Reset Modernity, qui était d'une complexité redoutable. Vraiment, il fallait travailler, quoi, pour commencer à sentir, il fallait travailler. C'est un drôle de protocole, quand même. Voilà. Ça, c'est la spécificité du protocole de la Tour, peut-être c'est ça. Il faut bosser. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. Bonjour. En vous écoutant, je repensais à l'ouvrage de François Dagonier, Écriture et iconographie, qui distingue l'écriture linéaire, monosémique, etc. Et l'espace tabulaire à multiples entrées, multiples paramètres. Et bon, je pense que le travail de la Tour est de ce registre-là. Et bon, alors on en parle beaucoup, c'est une vedette, etc. Mais quelle est sa spécificité, en quelque sorte, puisqu'il relève ou ses expositions relèvent de l'espace tabulaire, peut-on dire rhizomatique, enfin c'est pas pareil, mais quelle est sa spécificité comme commissaire d'exposition dans son utilisation finalement du tabulaire à multiples entrées, parce que je pense qu'il y a pas mal d'expositions scientifiques, et même, je pense ici à des expositions dans la Cité du Design, qui pratiquent comme ça cet espace modulaire, tabulaire, et qui combine divers éléments, ici même. Sa spécificité, en quelque sorte. Oui, c'était au début, je montrais quelques images des stations dans Reset Modernity. En fait, dans la Céno, mais qu'on retrouve là, c'est dans Critical Zone, où l'appareil documentaire, à un moment donné, fait un nœud de connexion qui permet après de faire entre guillemets, en fait, de renvoyer sur un vecteur ou un autre le visiteur, selon en fait, les connexions qu'il va fabriquer dans ces points qui sont assez stratégiquement choisis. Là, il y a deux choses très différentes. Il y a Reset Modernity, où c'était dans le même espace. Alors c'est ça qui est intéressant, hein, les deux expos, mais la Critical Zone que vous pouvez voir actuellement, elle est beaucoup plus grosse parce qu'elle est sur deux plateaux, elle est sur 2 étages du ZKM, alors que Reset Modernity était sur le premier plateau, dans un même espace. Donc c'est le même espace avec sa rigidité, c'est le caractère un petit peu, vraiment, on va dire, très léger de la scénographie, hein, voilà, c'est-à-dire l'éclairage c'est bien fait et tout ça, mais bon, il y a très très peu de mobilier de scénographie, très très peu. On est dominé par les piliers, hein, de la fabrique qu'était le ZKM, donc voilà la station de Reset Modernity. Donc la station, d'après moi, c'est une logique qu'il a essayé de composer comme répondant à cette histoire de composition et permettant en fait quelques sémioses qui permettaient de rentrer dans tel ou tel parcours d'exposition. Mais dans Reset Modernity, c'était Ikea au sens où si vous n'aviez pas fait la première diplomatie, quoi, la première procédure, c'était pas des diplomaties, c'était des procédures, c'était compliqué de comprendre les autres. En fait, il y avait vraiment un caractère incrémental et linéaire de l'exposition. Pas du tout à Critical Zone, qui est une succession de plateformes et d'observatoires où on peut la prendre dans tous les sens, en fait. Bien qu'il y ait des points de connexité, encore une fois. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu...